Eh bien, Boujoubin, chère Normande, chers Normands, bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les réseaux sociaux de la Normandie conquérante et les plateformes de podcast pour écouter le 8e épisode de nos entretiens conquérants, le podcast qui vous permet de faire connaissance avec un élu de la région Normandie et surtout de la majorité régionale de la Normandie conquérante, mais surtout, le plus important sans doute, eh bien, de découvrir également les dispositifs dont vous pouvez bénéficier au sein de la région Normandie. Et pour ce nouvel épisode, nous sommes à Évreux, une ville donc située dans l'Eure. C'est la première fois que nous venons dans l'Eure avec Antoine Zambano, qui est le jeune Normand conquérant qui partage ce podcast avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien, merci Gauthier. Merci beaucoup de partager cet entretien avec nous et nous sommes en face de nous avec notre grand invité d'honneur du jour, Guy Lefranc. Bonjour, vous avez 59 ans, vous êtes maire d'Évreux, ancien député de la circonscription de l'Eure, la première circonscription, mais vous êtes surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, donc 8e vice-président de la région Normandie en charge de l'aménagement du territoire et de la ruralité, deux thématiques centrales pour la vie des Normands et des Normands. Bonjour Guy, merci pour votre accueil, comment allez-vous? Bonjour à tous, et écoutez, je vais très bien, et je suis heureux que vous parliez parfois un peu le patois normand. Ma grand-mère ne parlait quasiment que ça, et ça me rappelle toujours ma jeunesse et mon enfance quand j'entends parler le patois normand. Merci beaucoup encore une fois pour votre accueil. C'est sur ces mots que nous allons, chers auditeurs, chères auditrices, débuter ce 8e épisode des Entretiens Conquérants. Vous avez l'habitude désormais, branchez bien vos écouteurs, augmentez le son et installez-vous confortablement. Top départ du 8e épisode des Entretiens Conquérants, spécial aménagement du territoire et ruralité. Alors Guy, durant cette première partie, je propose à ce que nous puissions faire connaissance avec vous, connaître davantage sur votre parcours estudiantin lorsque vous étiez plus jeune, vos attaches normandes et également votre parcours professionnel, mais également politique. La première question que je pose à chacun des élus qui passent devant ce micro, êtes-vous normand d'origine? Et si oui, que faisaient vos parents lorsque donc vous étiez enfant et qu'est-ce qu'ils font encore aujourd'hui s'ils sont toujours en activité? Eh bien écoutez, oui, je suis normand, et je suis normand depuis de très très nombreuses générations, puisque j'ai fait un peu de généalogie, et au XVIIe siècle déjà, tous mes ancêtres étaient normands. Je pense que ça doit remonter probablement au temps des Vikings. Je suis né à Caen, mon père est de Bayeux, ma mère est de Saint-Lô, et donc j'ai des attaches dans l'ex-région Basse-Normandie très très importantes. J'ai fait mes études à Caen, au CHU à Caen, dans ce magnifique grand bâtiment amianté. Ma mère était femme de ménage, mon père était technicien du bâtiment, et ça m'a toujours beaucoup marqué, et même si je parle assez peu de ma vie personnelle, j'ai vécu à une époque où la République nous permettait de réussir, permettait à un enfant d'ouvrier, permettait à un enfant de femme de ménage de réussir dans ses études et d'avoir une progression sociale, si j'ose dire ce terme, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, et je n'oublie jamais d'où je viens. Alors, vous avez cité votre attrait pour la santé. Vous êtes docteur en médecine, détenteur d'un diplôme universitaire d'alcoolologie et une capacité en aide médicale d'urgence, ainsi qu'en médecine de catastrophe. Qu'est-ce qui, tout jeune, vous orientait vers le secteur de la santé, justement? Y a-t-il eu un ou des événements marquants? Oui, il y a eu un événement très simple qui fait que j'étais porteur d'une malformation congénitale, et à l'âge de 3 ans, j'ai été opéré. Et j'étais suivi à l'époque par un médecin généraliste qui s'appelait le docteur Hardy. Et depuis toujours, depuis l'âge de 7-8 ans, je voulais devenir docteur Hardy. Et donc, finalement, je me suis jamais posé la question de mon orientation professionnelle. C'est venu tout naturellement parce que la médecine m'a sauvé la vie et parce que, du coup, ça me semblait être le seul métier possible pour moi. Alors, vous vouliez devenir Monsieur Hardy, docteur Hardy. Vous avez donc débuté très rapidement votre carrière professionnelle, notamment au sein du SAMU de Caen, déjà en Normandie, donc comme un symbole. Et vous avez donc ensuite fait le choix, vous avez été orienté vers Évreux, une ville dans laquelle vous êtes implanté en intégrant le SMUR de cette ville, et également une cité dans laquelle vous avez pris rapidement attache en vous distinguant par votre volontarisme, notamment à travers la fondation du service d'accueil des urgences à la clinique Berguingnan, j'espère que je prononce Berguignan, voilà, d'Évreux, dont vous avez été l'artisan. Pourquoi Évreux? Est-ce que c'est la fonction qui vous a amené ici ou est-ce que c'est un choix volontaire? Et comment ce projet de service d'accueil s'est imposé dans votre esprit? Je suis arrivé à Évreux finalement un peu par hasard. De Caen, je ne connaissais Évreux que pour y passer pour aller à Paris, puisque jeune étudiant, j'avais pas les moyens de prendre l'autoroute, et donc on passait par la nationale et par Évreux à l'époque pour aller sur Paris. Je suis arrivé à Évreux dans le cadre de mon service national.
À l'époque, on faisait encore son service militaire. Et ce service dit militaire, je l'ai effectué, après avoir fait mes classes à Libourne, je l'ai effectué au sein du SAMU à l'hôpital d'Évreux. Et c'est comme ça que j'ai découvert Évreux. Je me suis attaché à cette ville, cette petite ville, quand on vient de Caen, quand on vient d'une ville universitaire. Je m'y suis beaucoup plu. Et du coup, à la fin de mon service national, j'y ai rapatrié femme et enfants. J'ai travaillé à l'hôpital d'Évreux et ensuite j'ai créé effectivement ce service d'urgence privé à la clinique Berguignan. Je l'ai créé à l'époque parce qu'il y avait un manque, parce que le service des urgences était déjà débordé. Il me semblait important de pouvoir élargir l'offre et de pouvoir, dans le cadre de cette offre complémentaire, apporter quelque chose d'autre aux habitants d'Évreux du territoire. En parallèle de votre carrière professionnelle, vous vous êtes engagé très tôt dans la vie politique et publique. J'ai pu cibler en préparant cet épisode que votre premier mandat, par exemple, remontait à 2001 en tant qu'adjoint au maire d'Évreux. Vous aviez alors à peu près de 38 ans, si je ne me trompe pas. Quand et comment a émergé cette aspiration à faire de la politique et pourquoi? En fait, initialement, quand j'étais jeune, j'étais pas forcément orienté vers la politique. Je m'y intéressais comme tout le monde, mais sans plus. J'étais pas un militant. Et puis, je me suis installé, vous l'avez dit, à la clinique Berguignan. Et jeune médecin installé en 1994, je me suis retrouvé 2 ans après avec les ordonnances Juppé. Et là, je me suis intéressé de très très près à la politique, en me disant qu'il y avait des gens à Paris, dans les ministères, qui pondaient des choses très intéressantes, mais qui ne correspondaient pas du tout à notre besoin sur le terrain, à notre réalité quotidienne. À l'époque, j'avais interpellé ma députée, qui m'avait expliqué à quel point je ne comprenais rien et à quel point, évidemment, ils avaient raison à Paris. 1 an après, il y a eu la dissolution manquée par Jacques Chirac. 1 an après, il y a eu l'alternance. Et c'est en 1997 que j'ai adhéré au RPR, à l'époque. Je pense que je devais être le seul en 1997 à adhérer au RPR. Et comme j'étais un jeune médecin et que je les abreuvais de notes, de propositions et d'idées, ils se sont dit que c'était peut-être intéressant que je les accompagne. Et Jean-Louis Debré m'a offert ma chance en m'intégrant dans son équipe municipale et en me proposant ensuite de devenir adjoint au maire et puis ensuite chargé de mission à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors justement, vous évoquiez cette confiance que vous a accordée Monsieur Debré, donc qui a été président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Très rapidement, hein, dès que vous vous êtes encarté et dès que vous avez commencé justement à inonder tout le monde de notes, de travaux justement qui ont permis de vous distinguer, les responsabilités, elles se sont accumulées pour vous, puisque bon, vous avez donc été adjoint au maire d'Évreux, vous êtes donc passé par le cabinet de Monsieur Debré, vous avez ensuite été élu député de la première circonscription de l'Eure. Donc, et puis vous êtes devenu ensuite maire d'Évreux, donc une ville au sein de laquelle vous nous accueillez aujourd'hui, mais également président de la communauté d'agglomération d'Évreux qui est devenue Évreux Porte de Normandie. Concrètement, sur quel sujet, lorsque vous êtes aussi passé en tant que député de la première circonscription de l'Eure, vous avez travaillé? Sur quel sujet vous vous êtes attelé? J'ai pu noter que la santé avait occupé une part très importante de votre travail. Avez-vous des textes sur lesquels vous avez travaillé? Vous pourriez nous communiquer? Oui, en fait, je dois tout cela à Jean-Louis Debré. C'est lui qui m'a donné le goût de l'action politique. C'est lui surtout qui m'a appris que le politique pouvait être positif, que ce n'était pas la petite politique politicienne, qu'on pouvait changer la vie des citoyens. Et c'est lui qui m'a donné envie de cet engagement et qui m'a expliqué comment m'engager. Lorsque je suis devenu député, donc j'ai choisi ce qu'on appelle souvent une niche, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de travailler surtout sur le social et sur la santé. J'ai eu l'honneur d'être accompagné par mon groupe. À l'époque, c'était Jean-François Copé, qui était le président du groupe et qui accueillait excellemment les jeunes députés un peu frais émoulus, un peu perdus. Et donc, il m'a donné ma chance. Donc, j'étais l'orateur pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, dont on parle beaucoup en ce moment à propos des retraites. Et j'ai eu l'occasion de porter notamment une proposition de loi sur l'accompagnement des victimes du dommage corporel, avec celle qui est devenue ensuite mon adjointe, Francine Maragliano. Nous avions déjà beaucoup travaillé sur ces sujets. J'ai eu aussi l'honneur d'être rapporteur de projets de loi, notamment sur la santé mentale, notamment sur la médecine du travail. J'ai aussi été rapporteur de plusieurs rapports sur l'amiante. Et donc, voilà, c'était surtout les sujets santé qui m'occupaient. Et j'ai eu la chance d'être bien accompagné à cette époque. Et à cette époque, les députés étaient utiles et pouvaient faire avancer les choses. Ça a bien changé depuis.
Assurément, et vous faisiez écho à Francine Marigliano, qui a été donc colistière de la Normandie conquérante lors des dernières régionales, que nous saluons. Revenons maintenant, avant-dernière question de cette première partie, à l'échelon local. Vous avez été élu maire donc d'Évreux en 2014, un mandat que vous occupez toujours à ce jour. Évreux, c'est une ville aux potentialités conséquentes, mais aux enjeux également importants, économiques, sociaux. Quelle est votre vision pour Évreux, les grands projets que vous avez amorcés? Parce que quand on est le maire d'une ville comme Évreux, il y a un développement incroyable à mettre en place. Alors, vous savez, quand on me demande quelle est ma vision, je réponds souvent ce que disait Helmut Schmidt. Helmut Schmidt disait, quand un politique me parle de vision, je l'envoie voir un psychiatre. Donc, je me méfie de ce terme de vision, mais pour autant, c'est vrai qu'il faut avoir un projet à long terme. Et je pense que si j'ai été élu en 2014, c'était probablement en réaction face à l'ancien maire. Si j'ai été réélu en 2020, c'est parce que nous avions un bilan, c'est parce que nous avons porté justement un projet. Et si nous avons été réélus, c'est parce que avant 2014, je connaissais cette ville d'Évreux, je m'y étais implanté, j'y avais ramené toute ma famille et que je savais exactement de quoi nous avions besoin. Je pense qu'aujourd'hui, un élu, notamment un élu local, doit maîtriser son territoire, doit connaître ses habitants, doit savoir ce dont il a besoin. Pour réussir en 6 ans le premier mandat, il faut savoir avant ce qu'on va faire. Il ne faut pas se faire élire juste pour être maire, il faut se faire élire parce qu'on croit en sa ville. Évreux, c'est une ville moyenne qui est à mi-chemin entre Caen, Rouen et la région parisienne, et Paris. C'est la porte de la Normandie, c'est le nom que nous avons donné à notre nouvelle agglomération. Et Évreux avait vocation à être un carrefour, à être un centre important sur les échanges entre le nord et le sud, vers Dreux et Chartres, et également entre l'est et l'ouest, notamment vers Paris. Et donc ce travail de carrefour, ce travail surtout aussi de redonner sa fierté et sa confiance aux Évreusiens. Les Évreusiens avaient honte d'habiter Évreux. D'ailleurs, on mélangeait Évreux et Dreux. On ne savait plus trop où on en était. Aujourd'hui, nous avons fait d'Évreux, et même si le travail qui reste à mener est important, nous avons fait d'Évreux un endroit où il fait bon vivre, dont les habitants sont fiers, où ils amènent leurs amis, ils amènent leur famille le week-end pour visiter la ville, dans lesquels les entreprises se battent pour venir travailler. Un carrefour important aussi sur le plan en termes d'urbanisme et de voirie. Et c'est le travail notamment d'Hervé Morin sur la 2x2 voies Évreux-Chauffour. Et donc, notre vision, si j'ose reprendre votre terme, pour Évreux, aujourd'hui, c'est que on ait envie de venir y habiter, on ait envie d'y rester, qu'on s'y sente bien et qu'on puisse offrir un cadre de vie de qualité, quel que soit son âge, pour les enfants. Nous avons construit de nombreuses écoles. Adolescents ou étudiants, nous avons ouvert de nombreuses propositions en matière d'enseignement supérieur pour acquérir un emploi et pour y vieillir sereinement. Merci beaucoup Guy pour ces réponses. Dernière question avant de passer à la deuxième partie de ce podcast relative à votre action au niveau régional. En 2015, vous avez donc fait le pari d'être aux côtés d'Hervé Morin pour la liste Normandie conquérante, donc pour les régionales. Vous avez été donc réélu en 2021 et vous êtes donc vice-président depuis 2015, donc en charge du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, l'aménagement du territoire et la ruralité notamment. Pourquoi en 2015 vous avez fait le pari, le choix, devrais-je dire plutôt, de rejoindre Hervé Morin et la liste de Normandie conquérante? J'ai fait le choix de rejoindre Hervé Morin pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est venu me voir, il est venu me présenter son projet. Et j'étais plutôt séduit par le projet. Et puis ensuite, je connaissais l'homme parce que c'est lui qui a accompagné la base aérienne lorsqu'il était ministre de la Défense, qui l'a aidé à ne pas fermer, qui l'a aidé à se développer. Et aujourd'hui, c'est une des bases les plus importantes de France. C'était un homme dont je connaissais les convictions, le courage, même s'il est centriste et que moi j'étais plutôt RPR puis UMP. Et pour autant, je pensais que c'était l'homme de la situation. Et l'avenir m'a donné raison, puisqu'aujourd'hui, personne n'imagine quelqu'un d'autre qu'Hervé Morin comme président de la région Normandie. Merci beaucoup Guy pour ces réponses à ces questions personnelles. Je vous propose désormais que nous passions à la deuxième partie de ce podcast, donc qui est plus spécifique à votre action régionale. La première question donc que je voulais vous poser, c'est que depuis 2015, on vient de l'évoquer, vous êtes vice-président de la région Normandie, en charge de l'aménagement du territoire pour favoriser un développement équilibré et durable et de la ruralité pour préserver une équité entre les territoires. C'est vous qui, aux côtés d'Hervé Morin, donc bâtissez cette politique puisque c'est votre délégation. Pourriez-vous nous expliquer, pour celles et ceux qui nous écoutent, les grandes orientations que vous avez tracées et les objectifs que vous êtes fixés pour cette mandature en matière d'aménagement du territoire et de ruralité? D'abord, je suis vice-président, c'est-à-dire que je travaille sous la direction du président, et c'est Hervé Morin qui nous a donné les grandes lignes, parce que lui aussi savait très précisément ce qu'il voulait pour la région Normandie. Notre objectif, c'est de rééquilibrer le territoire entre les grandes métropoles, les 3 grandes métropoles, Caen, Rouen, Le Havre, les villes moyennes et les zones rurales. Plutôt que de les opposer, Hervé Morin a fait le choix de créer de la complémentarité entre les unes, les uns et les autres. Et donc aujourd'hui, l'objectif majeur, c'est l'équilibre
territoriale. C'est vraiment le maître mot, cette notion d'équilibre entre les zones rurales et les zones urbaines, entre la Normandie profonde et la Normandie littorale, entre l'ancienne Haute-Normandie et l'ancienne Basse-Normandie, entre les zones industrielles et les zones plus agricoles ou artisanales ou administratives. Et c'est le travail que nous menons depuis 2015, à savoir aider davantage les zones rurales, aider davantage les villes moyennes, les aider à se structurer, les aider à s'organiser. C'est l'objectif que m'a donné Hervé Morin, que nous avons réalisé à travers de très nombreux dispositifs, l'accompagnement des centres-bourgs, l'accompagnement pour les villes reconstruites et surtout les contrats de territoire. Nouveau contrat de territoire d'ailleurs que nous mettons en place à partir de 2023 et sur lequel Hervé Morin m'a demandé d'être encore plus exigeant, c'est-à-dire, pour être très clair, nous accompagnerons moins les 3 grandes métropoles qui ont beaucoup de possibilités financières et nous accompagnerons beaucoup plus les zones rurales et les villes moyennes, parfois jusqu'à 50% d'accompagnement sur de gros investissements, ce qui permettra à nos zones rurales, plutôt que d'avoir des discours, d'être réellement en capacité d'investir pour faire venir des gens et pour garder ceux qui y sont. Alors justement, vous avez évoqué beaucoup de choses, et notamment les contrats de territoire. C'est le premier sujet sur lequel je souhaiterais donc attirer votre attention, celui donc de l'aménagement du territoire. Vous avez parlé d'équité entre les territoires, vous avez évoqué, je viens de le dire, les contrats de territoire. Concrètement, qu'est-ce qu'un contrat de territoire? Quel contenu? Comment ça se goupille tout ça entre les communes, les agglomérations, les intercommunalités et la collectivité régionale? Et de manière plus globale, est-ce que vous auriez des exemples d'autres dispositifs que la région met en place justement en faveur de l'aménagement du territoire? Les contrats de territoire ont été voulus par le président Hervé Morin, de préférence des contrats tripartites, donc pour faire simple, entre les départements, la région et les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Là aussi, Hervé Morin nous a demandé quelque chose de très clair et de très précis, c'est d'écouter les territoires. Lorsque j'étais président de l'agglomération, avant 2015, la région nous expliquait, à l'époque détenue par les socialistes, nous expliquait ce qui était bon pour notre territoire. Eh bien, nous avons fait le choix ambitieux, mais que nous ne regrettons pas avec Hervé Morin, de faire confiance aux élus des territoires. Ce sont les élus sur leur territoire qui nous disent ce qui est bon pour eux. Alors oui, il y a des politiques régionales, notamment aujourd'hui sur le développement durable, sur le développement de l'activité économique, sur l'accompagnement du sport et de la culture, mais pour autant, chaque territoire est différent. Chaque communauté de communes a ses propres soucis, ses propres objectifs, ses propres ambitions. Et c'est là-dessus que nous nous sommes appuyés, ce qui nous a permis de réussir ces contrats de territoire dits tripartites, puisque aujourd'hui, donc, on arrive au bout avec de très très nombreux projets, puisque nous avons injecté plus de 400 millions d'euros de la région dans ces contrats de territoire, qui ont géré donc plus d'1 milliard d'euros de dépenses, d'investissements sur nos territoires. Hervé Morin souhaitait que les départements également soient partenaires, de manière à éviter d'obliger les communautés de communes et les élus à aller chercher de l'argent un petit peu partout. Aujourd'hui, certains départements semblent remettre en cause ce processus en voulant essayer d'exister et de s'individualiser. Je le regrette parce que je pense que ce qui est important, c'est pas d'avoir son nom dans les journaux, mais c'est d'être utile pour le territoire et de faciliter la vie des élus. C'est compliqué aujourd'hui d'être maire. C'est compliqué aujourd'hui d'être élu d'une communauté de communes entre un pouvoir central qui nous méprise et donc la volonté des uns et des autres d'exister. Aujourd'hui, être élu local, c'est un vrai sacerdoce. Notre travail, c'est le cas à l'agglomération, mais c'est le cas aujourd'hui à la région également, c'est de faciliter le travail des élus. Donc là aussi, l'objectif et les orientations étaient très simples, c'est nous écoutons les élus locaux, nous les accompagnons autant que faire se peut, et donc de plus en plus aujourd'hui, et ensuite, nous travaillons main dans la main pour qu'ils puissent réussir facilement. Au-delà de ces contrats de territoire, donc qui sont aujourd'hui profondément renouvelés, davantage accompagnés, moins de projets mais mieux financés, avec un engagement pris sur le développement durable. Donc nous demandons et nous accompagnerons mieux les projets qui sont aujourd'hui respectueux de la biodiversité, respectueux de l'environnement, qui protègent et qui évitent l'utilisation de terres agricoles ou naturelles. À côté de ça, nous avons donc des politiques, ce qu'on appelle des politiques sectorielles, c'est-à-dire de l'accompagnement aux communes dans différents sujets. Alors, je ne reviendrai pas sur l'agriculture, qui est un autre sujet, vous en parlerez avec la vice-présidente, le littoral que nous devons accompagner, et notamment sur le changement climatique, avec ce recul du trait de côte, qui est pour nous un sujet majeur, qu'on va aborder dans le cadre du SRADET, le schéma régional d'aménagement du territoire, mais également dans les contrats de territoire, où il faut que nous financions la volonté des communes de parfois se reculer du trait de côte plutôt que de lutter
lutter contre, il faut mieux de temps en temps s'adapter. Nous avons un travail toujours important à mener sur le développement des zones d'activité économique. On sait qu'avec le zéro artificialisation nette, ça va devenir de plus en plus compliqué. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de territoires, de communes ou d'agglomérations ou de communautés de communes n'ont plus de terrain disponible, ni pour le logement, ni pour l'aménagement économique. Donc sur tous ces sujets, je vous ai cité tout à l'heure le label sur la reconstruction, l'accompagnement des centres-bourgs, parce que pour fixer des commerces, pour fixer des habitants, il faut avoir une vie qualitative. La création de la foncière de Normandie, très récemment, qui permet à cette foncière, dont la région est le principal actionnaire, d'acquérir des commerces pour éviter que les commerces ne disparaissent, en mettant en place un système où nous faisons venir des bouchers, des charcutiers, des boulangers ou d'autres artisans sur les territoires ruraux. Vous venez de terminer sur les territoires ruraux, c'est parfait puisque c'est l'objet de cette nouvelle question. Donc, en faisant un focus sur la ruralité, c'est un sujet quand même important, une délégation importante que vous avez, puisque bon nombre de nos concitoyens vivent dans des communes rurales, donc généralement d'environ 2500 habitants. Quels sont les dispositifs, outre ceux que vous avez cités, que vous mettez en place pour justement redynamiser, ou plutôt devrais-je également dynamiser certains territoires ruraux, certaines communes rurales? Et pourriez-vous nous citer quelques exemples précis, peut-être dans l'ancienne Haute-Normandie, dans l'ancienne Basse-Normandie? Les exemples, ils sont nombreux, c'est difficile de les choisir. L'objectif, encore une fois, c'est de fixer les populations et de leur permettre de venir. Par exemple, nous accompagnons largement les communes et les communautés de communes sur la rénovation des logements et la remise en état de logements dans les centres-bourgs. Ça, c'est important, à la fois sur le volet rénovation énergétique, mais sur le volet remise en état des logements, parce que plutôt que de faire construire un pavillon sur une terre agricole, nous préférons faire revenir des populations en plein centre-ville. Un autre exemple, c'est de ramener aussi de l'enseignement supérieur dans les villes moyennes et dans les zones rurales. Aujourd'hui, trop d'étudiants vont à Caen, à Rouen ou au Havre, où beaucoup ne deviennent même pas étudiants parce qu'ils ne peuvent pas aller loin de chez eux. Et ça, c'est une des politiques aussi qui est menée, c'est la création de centres un peu partout dans les villes moyennes. Je prendrai juste un exemple, les centres dentaires, par exemple, qui ont permis de ramener des étudiants en dentaire sur les territoires, que ce soit à Cherbourg, par exemple, ou à Évreux. Là aussi, comment fixer les gens, les jeunes notamment, sur des territoires pour qu'ils ne partent pas. Merci beaucoup. Dernière question qui va faire un compendium un peu de ce que vous venez d'évoquer. Vous venez de citer l'implantation, la stabilisation des jeunes publics, des jeunes actifs, également des spécialistes dentaires. On a beaucoup de communes rurales qui sont assujetties, victimes, si puis-je dire même, de la disparition de services de proximité. Dans l'aménagement du territoire, vous venez de le citer, vous essayez justement de faire en sorte que des personnes actives puissent revenir dans ces territoires ruraux ou ces territoires sur lesquels il y a moins d'actifs de ce type. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement pour que la région puisse vraiment renforcer son engagement dans l'implantation de personnes actives qui puissent apporter de vrais services aux citoyens? C'est un autre exemple que j'aurais pu citer. C'est par exemple l'accompagnement sur les tiers-lieux, sur les espaces de coworking qui permettent de fixer des populations. Vous savez, Jean-Christophe Fromentin a écrit un livre il n'y a pas très longtemps où il explique que désormais on va travailler où l'on veut vivre et non plus vivre où l'on doit travailler. Et je pense que c'est un peu de manière intuitive ce qui guide aussi notre action. C'est permettre à chacun de vivre là où il a envie et faire en sorte qu'il puisse y travailler de manière efficace. Après, on ne peut pas tout faire. L'État a aussi sa part de responsabilité de manière importante. Alors c'est vrai qu'on voit actuellement le développement des maisons France Service. Mais les maisons France Service, aujourd'hui, elles sont cofinancées en général par les communautés de communes ou les communautés d'agglo, alors que c'est normalement du ressort de l'État. Donc on peut regretter, une fois de plus, que comme pour la sécurité ou pour le soutien scolaire, ce soit les collectivités locales qui soient amenées à faire une partie du travail qui normalement revient à l'État. Pour autant, la région a bien conscience de son rôle, même si c'est d'abord un rôle stratège, même si c'est d'abord une organisation régionale. Et c'est pour ça que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les élus locaux qui nous disent de quoi ils ont besoin sur leur territoire. Merci beaucoup Guy pour ces réponses. C'est la fin de cette deuxième partie relative à votre action régionale. À n'en point douter, les Normands et Normandes qui nous écoutent en sauront davantage sur les tenants et les aboutissants de votre délégation et de votre action à la région Normandie. On va passer à la troisième partie, donc la rubrique jeunesse avec des questions posées par un jeune Normand. Et aujourd'hui, c'est Antoine Zambano qui est donc à notre côté. Antoine, est-ce que tu es prêt? Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Gauthier, merci déjà pour l'invitation, ça va très bien.
Bonjour Monsieur Lefranc, c'est un plaisir d'être présent aujourd'hui avec vous deux. Donc, je suis Antoine Zambano, j'ai 24 ans, je viens du département de l'Eure et plus précisément de la belle commune de Tourville-la-Campagne, non loin de Bourteroulde. Je suis chargé de mission dans une société de communication extérieure, société qui m'a d'ailleurs permis de faire mes études et de les débuter à Évreux. Membre du premier conseil régional des jeunes, j'ai rejoint les Jeunes Normands Conquérants il y a de ça un peu plus d'un an. Donc première question de cette rubrique jeune. La région souhaite tirer parti du contexte, de la crise sanitaire qui incite plus que jamais les Franciliens, et pas que, à s'installer dans les villes moyennes et communes rurales, en encourageant les villes de Normandie à développer une stratégie d'attractivité co-construite avec la région. Mais finalement, on a déjà commencé à évoquer le sujet, quel est le temps nécessaire à cet aménagement? Oui, on voit bien que finalement, la crise du Covid a été un accélérateur de ce qui commençait déjà à se mettre en place. En fait, à Évreux, comme dans beaucoup d'endroits, nous avions fait le pari que les populations avaient envie ou auraient envie de venir habiter, que les entreprises auraient envie de venir s'installer dans un cadre plus agréable, avec moins de contraintes, avec un environnement plus qualitatif. Et donc, il y avait à la fois une évolution structurelle qui faisait que régulièrement, les populations avaient plutôt tendance à quitter l'Île-de-France et notamment Paris pour venir s'installer tout autour, en périphérie. Et puis, il y a eu ce choc conjoncturel lié à la crise du Covid qui fait que les gens se sont rendus compte à quel point leur vie, parfois dans leurs petits appartements, n'était pas agréable, ni pour eux, ni pour leur famille. Et donc, on sent ce besoin, on sent cette envie. Après, cette envie, elle est très variée. Il y a les gens qui veulent juste avoir une résidence secondaire pour le cas où il y aura un nouveau confinement pour venir se planquer à la campagne. Et puis, mais c'est pas péjoratif hein, quand je le dis comme ça. Et puis, il y a ceux qui envisagent une rupture complète de leur vie en quittant tout, en amenant femme et enfants, ou mari et enfants, sur nos territoires. Ça nécessite évidemment un accompagnement, on en a déjà parlé, d'abord en matière de logement. Et donc, c'est important de pouvoir avoir des logements qui correspondent à nos demandes. Actuellement, je reprends toujours l'exemple de la ville d'Évreux, mais nous avons beaucoup de familles monoparentales. Donc, nous avions tendance à avoir besoin de logements plutôt sur des T2. Aujourd'hui, lorsqu'on veut accueillir des familles franciliennes, il va falloir avoir des T3, T4, T5. Et donc, il y a une modification de la création de logements qui est à prévoir. Il fallait également anticiper l'avenue des entreprises, encore une fois, hein, vivre où l'on travaille et ou travailler où l'on vit, voilà, selon le choix que l'on fait. Et donc, tout ce travail d'accompagnement de la région depuis 2015, voulu par Hervé Morin, et parfois nécessitant de bousculer un peu certains élus locaux, justement pour développer ces zones d'activité économique. Et nous avons bien fait de le faire, puisqu'aujourd'hui, avec l'évolution vers le zéro artificialisation net, il sera de plus en plus difficile de trouver des terres où nous pourrons implanter des entreprises. C'est un des vrais sujets qui vont venir, mais ça nous emmènerait trop loin. À côté de ça, pour que les familles viennent s'installer, pour que les gens viennent travailler, il faut de l'enseignement de qualité. Et donc, c'est tout le travail que nous menons avec l'enseignement supérieur. C'est la réussite extraordinaire d'Hervé Morin que d'avoir fait venir une faculté dentaire sur la région Normandie, qui était une des 3 régions qui n'en disposaient pas. C'est un exemple parmi d'autres. L'accompagnement également, évidemment, sur le tourisme. Parce que pour venir s'installer dans une région, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut commencer par venir la visiter. Et donc, tout le travail énorme mené par les services de la région et surtout par les élus pour développer le tourisme normand. Et on l'a vu cet été où ça a été une année exceptionnelle, où les gens ont compris que finalement, on était parfois mieux en Normandie qu'ailleurs, que de s'entasser sur des plages du sud de la France ou voire à l'étranger. Et donc, ce développement du tourisme qui s'accentue fait partie de ces globalités. Donc, c'est un travail sur le moyen terme. Ça ne se fait pas en un an. Beaucoup de maisons, notamment sur les franges franciliennes, ont été vendues. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à vendre. Les terrains à construire se vendent très, très vite. Et donc, ça nécessite de travailler sur le moyen terme, sur l'aménagement de logements adaptés pour ces populations, sur l'accueil des emplois, et puis évidemment sur les tiers-lieux, espaces de coworking dont nous avons déjà parlé. Eh bien, merci pour cet éclairage finalement sur le temps nécessaire à cet aménagement. Seconde et dernière question, pour une meilleure compréhension de cette compétence régionale, qu'est-ce qui fait que la région est un périmètre pertinent et efficace pour mener cette politique? Ça, c'est une vaste question. Certains dans les départements vous expliqueront que c'est les départements qui sont le plus à même de le faire. D'autres vous expliqueront que c'est à l'État de le gérer. Je pense pour le coup, et c'est un gaulliste qui le dit, que l'État ne peut pas tout faire et que faire confiance à la proximité, notamment la proximité régionale, est un facteur clé de réussite. On l'a vu notamment dans le cas de la crise du Covid, où les collectivités locales ont été nettement plus réactives que l'État sur ces différents sujets.
La région, elle est, je pense, l'échelon pertinent. D'abord parce que la loi lui a donné cette compétence d'aménagement du territoire. Donc la région est chef de file. Et si la loi lui a donné cette compétence, c'est parce que c'est généralement l'espace le plus propice à avoir une vision à la fois globale, donc pas trop réductrice, parce que parfois il y a des communautés de communes qui sont juste sur le littoral et qui se disent que le seul sujet c'est le littoral et le recul du trait de côte. D'autres ont des vocations plus rurales et se disent le seul sujet c'est comment ne pas perdre ses habitants et comment développer là une agriculture de qualité. Et donc avoir cette vision globale nous permet d'équilibrer, et je reviens sur ce que nous disions finalement en introduction, d'équilibrer les territoires, d'avoir une vision assez globale qui permette à la fois, par exemple, de s'intéresser aux différents ports de Normandie et de s'intéresser en même temps à l'Interland, c'est-à-dire comment on fait pour que les entreprises s'installent derrière, comment on fait pour que la logistique derrière puisse s'installer. Et donc, cet aménagement du territoire à l'échelle régionale, aujourd'hui, il est à la fois efficient, sur une bonne échelle, et il permet d'être au plus près des besoins de chacune et de chacun. Bien, merci beaucoup pour ces éléments de réponse qui, à n'en pas douter, répondra à beaucoup de questions de la jeunesse normande. Merci beaucoup donc Antoine pour ta présence et pour ces questions. Merci également beaucoup Guy pour votre accueil. C'est déjà, vous l'avez compris, chers auditeurs, chères auditrices, la fin de notre 8e épisode des Entretiens Conquérants. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, cher Guy. En tout cas, pour nous, ce fut un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous, c'est un plaisir de voir des jeunes qui s'intéressent à la politique et je pense que parler à la jeunesse, parler même à nos enfants, c'est fondamental. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à trop les oublier et lorsque je vois qu'on leur met 270 milliards d'euros de dettes en une année sur leur dos, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de protéger notre jeunesse. Totalement d'accord avec vous et donc c'est sur ces mots que nous allons clôturer cet 8e épisode des Entretiens Conquérants. Vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux. Remercier les équipes de la Normandie Conquérante pour l'organisation donc de cet entretien. Remercier également les équipes du cabinet Alice Street et notamment Monsieur Bertrand Pétitier qui est présent avec nous dans les locaux ce matin. Voilà, mesdames et messieurs, vous pourrez donc retrouver ce podcast sur l'ensemble des réseaux sociaux de la Normandie Conquérante. On se retrouve le mois prochain pour parler enseignement supérieur et numérique avec Julie Barenton-Guilas. Nous ferons notre retour dans la Manche. En attendant, passez une bonne journée et comme on dit en Normandie, à tantôt.